J'ai le plaisir de représenter les conseillers du commerce extérieur. Alors c'est un animal sauvage. Un conseiller du commerce extérieur, c'est un dirigeant d'entreprise française. Il y en a 4000 sur 140 pays. Et ces 4000 patrons ont vocation, de manière bénévole, à aider le gouvernement français dans sa politique à l'export et à l'attractivité du territoire. Donc ça fait 20 ans que je suis conseiller du commerce extérieur et j'en suis le président TIC Économie Numérique. Ce qui donne un levier assez formidable de veille stratégique, d'analyse permanente sur 140 pays par des patrons de boîtes françaises dans le concret, dans le dur, qui font du business localement et qui aident les entrepreneurs français, et notamment les startups, mais pas que, mais aussi les grands groupes. Donc il y a 4 ans, j'ai décidé qu'on s'intéresserait à la cybersécurité, et vous verrez pourquoi. Et il y a 2 ans, sur l'ensemble du réseau, c'est sur tous les sujets qui touchent à la blockchain, à l'intelligence artificielle, et à l'Internet des objets. Ça donne des éléments assez intéressants, d'où le partenariat qu'on mène depuis maintenant 3 ans avec les conseillers du commerce extérieur et Eurotech Week, où chaque année il y a un lot de 30 CCE, dont certains sont dans la salle, et qui peuvent aider des startups et accompagnent des startups à l'international, encore une fois de manière bénévole. Je vais vous présenter un de ces entrepreneurs et un de ces projets, où on a pu présenter au CES de Las Vegas une techno française. Et l'enjeu, c'est de montrer comment l'attractivité du territoire français et comment on peut faciliter également l'export. Et le CES de Las Vegas étant bien sûr à la fois un élément d'attractivité, parce qu'on se targue d'être la première nation étrangère au CES à l'Orica Park, et à juste raison et fort d'arguments, aussi bien Olivier que d'autres consultants expliquent que ce n'est pas la quantité qui compte, mais c'est plutôt la qualité. Et donc je partage, pour l'avoir écrit à plusieurs reprises, ce constat. Ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Et là, on doit avouer qu'il y a un virage qui se met en place, et surtout il y a une approche culturelle qui est fondamentale, qui est celle du statut de l'erreur. On doit apprendre de ses erreurs, et c'est le système éducatif français qui est un peu compliqué pour ça, où c'est que la réussite qui est mise en avant. Le propre d'un Américain, quand vous faites une levée de fonds, c'est de vous demander combien de fois vous avez déjà raté. Parce que si vous mettez de l'argent, s'il met de l'argent chez vous, il va être certain que vous ayez déjà appris de vos erreurs. C'est un exemple culturel qui est différent. Donc, je interviens souvent sur ces sujets. J'ai fait une thèse de doctorat sur les réseaux sociaux et les monnaies virtuelles. Et en 2008, donc avec l'arrivée du Bitcoin, j'étais en pleine finalisation de ces travaux. Et je suis maître de conférence à l'Institut Mines Télécom, justement sur ces sujets-là. Donc c'est un sujet que je regarde de manière scientifique, mais aussi business, à cause du réseau des conseillers du commerce extérieur. Et il y a des leviers très forts entre la blockchain et ce que ça peut faire. On n'en a pas encore vraiment parlé aujourd'hui, et je ne peux pas rentrer trop dans le détail, je vais plus vous donner des éléments de business. Et sur la blockchain, ce qui est vraiment important de bien comprendre, c'est qu'il faut dissocier 2 choses. Le Bitcoin et les crypto-assets, comme on dit aujourd'hui, parce que les lobbies, et notamment pas que les lobbies français bancaires, mais tous les lobbies mondiaux sont très forts pour expliquer que c'est des crypto-assets, ce n'est pas des cryptocurrencies. Et la technologie sous-jacente. L'apport de cette technologie qui est une vraie révolution, comme on a vécu la révolution d'Internet, pour expliquer dans les années 95 à 98 qu'il fallait avoir un portail Internet. Qu'est-ce que c'est qu'un portail ? Ceux qui sont de mon âge, rappelez-vous, expliquez aux compagnies, aux grands groupes, vous allez avoir un portail. En 95, je vous garantis que ce n'était pas simple. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer une grande marque française qui n'a pas ses 30 pages sur Facebook, qui n'est pas sur des réseaux sociaux et qui fait du e-commerce. Ou dans certaines industries, 90%, voire 100% de ce qui se vend, notamment dans l'aérien, passe par Internet. On est dans cette même configuration où il faut aujourd'hui expliquer qu'on va décentraliser et qu'on va donner une lecture sur l'ensemble d'un réseau qui peut avoir 1000 serveurs, 10 000 serveurs, Ethereum c'est plus de 12 000, des serveurs qui vont en temps réel propager un contrat, un smart contract pour le cas d'Ethereum. Donc c'est une vraie disruption et il faut sortir de cette lecture spéculative qu'on a tous et dont on s'en réjouit tous, notamment si vous avez des enfants, parce qu'ils captent ça beaucoup plus vite que vous, et ils investissent nettement mieux que vous. Donc si vous en avez, n'hésitez pas. À un tel point qu'il y a eu une vraie rupture, un shift, une découverte que 90%, ouais, 90% de ce qui a été financé en 2017 sur les projets de blockchain
ne venait pas du schéma traditionnel des VCs. En bleu tout petit, sombre, c'est les VCs, et en bleu clair en haut, c'est les ICO. Le premier métier à être disrupté aujourd'hui dans la blockchain pour financer des projets de blockchain, c'est les VCs. Ah, ils ont pris une claque en 2017. Hein. En 2018, ça va mieux, parce qu'on est encore dans des chiffres encore supérieurs à ce qu'on peut voir là, et ça devient significatif, parce qu'on parle de 8 milliards de dollars qui ont été investis sur des plateformes de blockchain par des ICO. Et la France veut se positionner comme le leader mondial, le leader des pays qui vont réglementer ces usages des ICO, Initial Coin Offerings. Et tu parlais de magouillage des chiffres. Malheureusement, ça existe depuis toujours. Je vous donne le plus bel IPO, Initial Public Offering. Le plus bel qui ait jamais existé au monde s'appelle Alibaba. Il est allé lever 20 milliards de dollars pour une coquille vide. Parce que la vraie substance d'Alibaba, c'est Ant Financials, Alipay, qui est un spin-off qui avait eu lieu 2 ans, voire 3 ans avant l'IPO. Parce que quand vous faites du CRM, Customer Relationship Management, du CRM, quand vous faites du moyen de paiement, vous savez qui a acheté, quand, combien, pourquoi et combien de fois. Une fois que vous avez ces 5 éléments-là, je vous garantis que la vraie valeur, elle n'est pas dans la vitrine, parce qu'on a acheté les 20 milliards de dollars de l'IPO d'Alibaba, mais Ant Financials qui vient de lever à peu près 18 milliards, ce qui le valorise à 150 milliards. Donc ce que je veux amener, c'est que trafiquer des données, on sait le faire au plus haut niveau, même dans la finance. Et tu donnais des chiffres de l'économie mondiale. L'économie mondiale, c'est pour faire simple 100 trilliards, dans lequel les Américains ont une grosse part. Ça dépend des chiffres que tu utilises. Le GDP, et puis pour faire simple, on peut aller dans les détails, hein, mais l'utilité, c'est d'aller dans le simple. Parce que la réalité des marchés financiers aujourd'hui, quand on parle d'ICO, on entend toutes les peurs de la planète qui convergent. 15 fois l'économie mondiale est transigée par jour de manière opaque. 15 fois, 75 trilliards ou 100 trilliards, je m'en fous, c'est pas le sujet, tu vois, est transigée de manière opaque. C'est le directeur général de la Bourse de Paris qui, en 2012, hurlait à la mort pour expliquer que c'est 15 fois l'économie mondiale par jour qui transige sur des forwards, sur des devises, sur plein de choses, over the counter, c'est-à-dire en dehors de la réglementation. Donc, qu'on nous lâche sur les ICO, je vous ai donné 2 exemples. Alors, plus spécifiquement, un des pays qui s'est arc-bouté grâce à une très forte pression des lobbies financiers, dont je vous parlais tout à l'heure, la pertinence d'avoir relevé qu'Alibaba, c'était juste une vitrine qui a été cotée, c'est le rapport. Alors je suis souvent à Washington, j'interviens sur ces sujets de blockchain devant les experts du FMI et de la Banque mondiale. Et c'est la cybersécurité. La raison d'être de la blockchain auprès du Congrès américain en décembre 2017, la blockchain, ça aide à la cybersécurité. C'est le 2e paragraphe. Blockchain technology providing cybersecurity and many other potential benefits. Décembre 2017. Donc il faut bien comprendre que les Américains sont très forts, très avancés, très motivés sur ces enjeux de blockchain. Les ICO, c'est un autre sujet. Les cryptocurrencies, c'est un autre sujet. Nous, on considère qu'il y a une différence entre le token d'usage et le token equity. Pour eux, c'est très simple. C'est comme le lobby des armes. Ça vaut tuer 15 000 personnes là depuis 6 mois. Il y a un lobby des armes qui fait qu'on explique que ce n'est pas l'arme qui est dangereuse, c'est l'homme. Là, la cybersécurité est définitivement ancrée au plus haut niveau de l'État américain, dont plus d'1 milliard de dollars est investi par le gouvernement. Déjà, on a des chiffres. Je suis le seul représentant au CES gouvernement, seul représentant français. Au CES gouvernement, qui est l'équivalent du CES, mais au lieu du B2C, ou B2B2C, c'est du B2G. Comment on vend des technologies au premier gouvernement mondial en termes de technologie? Ce sont les Américains. Et 1 milliard de dollars est déjà engagé contractuellement, au-delà du Small Business Act, par le gouvernement américain sur cette technologie. Donc je vous garantis que c'est quelque chose de très sérieux pour eux. Alors, dans la blockchain, le Bitcoin et l'Ethereum ont un gros problème. Et qu'est-ce qu'on va essayer de résoudre, nous les Français, avec ce sujet-là? C'est que déjà 90% de ce qui est fait dans le Bitcoin en termes de mining venait de Chine. Et tous les vendeurs de hardware de mining du Bitcoin sont en Chine. 90%.
vous voyez que ça consomme beaucoup. Parce que le minage est quelque chose qui consomme beaucoup. Mais la raison d'être de ce minage et de cette consommation, c'est pour éviter le problème byzantin. C'est-à-dire plus ça va coûter cher d'essayer d'acquérir 51% des réseaux pour fake news ou modifier les contrats, plus ça va coûter très cher. D'où l'utilité d'avoir un bitcoin qui coûte cher. Et le minage. Alors il y a des pays ou des provinces dans certains pays, comme le Canada, qui ont tout fait au début pour... Quand la Chine a fait un ban, a interdit l'usage des ICO en Chine, ça s'explique, hein, on en reparlera si ça vous intéresse. Pourquoi il y a eu ce ban? Les Québécois ont dit nous, on veut récupérer une partie des Chinois ou des entreprises chinoises qui font du mining. Venez chez nous, l'électricité est pas chère. Ça, c'était au début, septembre 2017. Pour que janvier, février, mars, avril, le gouvernement québécois dise « Oh là là, le minage, ça consomme beaucoup trop d'électricité. On va augmenter un ratio de 10 à 15 fois plus cher le coût de l'électricité pour les entreprises de minage. Pas celles qui étaient déjà établies, mais celles qui voudraient venir au Québec pour le faire. » Donc, ce que je veux amener, c'est qu'un des problèmes, c'est le coût du minage, et puis tout ce que vous avez là, le nombre de transactions qui est très faible par rapport à Visa, le nombre de transactions qui est fait, tout ça. Alors, la société qu'on a présentée, c'est Money by Design, au GBEF. Et là, on a l'ambassade de France qui nous a accueillis avec le FBI, la CIA, le Department of Justice, Department of Commerce américain. L'année dernière, c'était des entreprises de cybersécurité que j'ai amenées. Cette année, c'était 2 entreprises. Une start-up et un petit bébé qui s'appelle le CEA, le Commissariat d'énergie atomique. Ça commence à être un gros bébé. Qui a des produits pour sécuriser les blockchains. Donc vous voyez, je ne suis pas dans la poésie, hein, je suis vraiment dans le concret, comment on fait du business avec. Et ce qu'amène cette entreprise française, ça n'est pas simplement le proof of work ou le proof of stake, dont je vous ai montré les bienfaits tout à l'heure, ce genre de bienfaits-là, mais une autre manière pour travailler avec les institutionnels. Donc il y a tout un courant philosophique dans le Bitcoin qui est plutôt orienté sur libertarien. On veut se débarrasser, et c'est logique en 2008, quand les banques entre elles ne se faisaient plus confiance et qu'on a failli voir ces 15 fois l'économie mondiale transiger sur des produits véreux par jour, on peut expliquer pourquoi il y avait une méfiance, une sortie volontaire des institutionnels. Se dire, on va refaire un chèque en blanc pour refaire les mêmes erreurs et avoir l'économie planétaire qui a failli être mise à plat. La preuve d'autorité, elle fait tout ça. Je ne fais pas trop de temps parce que je ne veux pas prendre trop de temps sur les autres qui sont derrière. Mais sachez que ça marche. J'ai négocié un contrat avec eux pour... je vais aller plus vite. Le sous-jacent de cette techno, c'est un brevet français qui travaille sur le vote. Les Américains ont 90 brevets sur le vote. C'est un sujet fondamental, le droit de vote. Et comment on le répartit dans la communauté, comment on permet aux citoyens de voter. Quand on utilise un modèle normal de vote, on dit, voilà, on se classe sur le premier rang du choix. Dans ce cas-là, si on demande de choisir un film, le premier à sortir, c'est le romantique avec 46%. En premier choix, Kung Fu en deuxième, Thriller en troisième. Alors qu'en réalité, quand on utilise le logiciel et le brevet de cette société, on se rend compte tout simplement que, en tenant compte du deuxième et du troisième choix, le module de vote, l'algorithme, l'intelligence artificielle, qui permet de déterminer le meilleur choix démocratique, démontré mathématiquement, en respectant 2 paradoxes, le paradoxe de Condorcet et les critères d'Arrow. Je vous la fais simple, c'est des psychologues et des sociologues et des économistes qui ont expliqué c'est quoi ces 2 paramètres. Le paradoxe de Condorcet, 1783, qui a été simplement le secrétaire général de la première Révolution française, 1789. Donc il s'intéressait au vote. Il a identifié un paradoxe. Ce logiciel, ce brevet, résout ce problème de Condorcet et respecte les 5 critères d'Arrow, qui est un Américain. Donc pour ça que je vous dis à l'ambassade de France, devant le FBI et la CIA, c'était génial de montrer qu'il y avait une alliance franco-américaine, au moins scientifique. Alors, concrètement encore, on travaille, et on l'a livré, un projet de blockchain dans le fret, notamment le fret ferroviaire. Le fret, c'est pas compliqué, c'est 96% à peu près qui passent par le maritime. Sauf que ces gens-là, ils n'utilisent que des papiers. Les lettres de crédit, tout le trade finance est fait physiquement, manuellement, à la limite, s'ils n'utilisent pas des oiseaux pour envoyer une lettre recommandée
avec l'original. Donc il y a un vrai enjeu pour le ferroviaire de se positionner au centre de ce dispositif. Donc on a fait un livrable, ça a été fait, et c'est assez intéressant quand on voit les enjeux de l'intelligence artificielle. C'est la supply chain et le marketing qui seraient les premiers bénéficiaires des études. On montre tout ce qu'on veut avec les études, mais celle-là, elle montre que le bénéfice de l'intelligence artificielle sont en premier sur ces deux sujets-là, le marketing et les ventes, et la supply chain. Donc là, on est dans ce projet qui a été livré, encore une fois, de blockchain. On est capable de gérer, j'ai une petite vidéo qui le montre, on fera ça une autre fois, plein de choses. Alors, pour conclure cette brève introduction de la blockchain, et je suis désolé si vous n'êtes pas familier avec ces termes que j'ai pu utiliser, comme le minage, comme le Bitcoin, comme Ethereum et plein d'autres choses, et les ICO, un avantage assez exceptionnel, parce qu'il y a des entreprises qui aujourd'hui payent leurs salariés avec des tokens. Alors, j'ai eu le plaisir de parler avec le ministre de l'économie, Monsieur Le Maire, qui a la volonté et la détermination de pousser le gouvernement français en avant de la scène mondiale de la régulation. La France a mis en place, en bonne intelligence avec la Caisse des dépôts et plein d'autres, un mécanisme par lequel il y a eu une autorégulation qui s'est imposée par les meilleurs acteurs, dont un que vous allez entendre tout à l'heure, de s'imposer une autorégulation dans l'émission des ICO. Donc certaines entreprises utilisent ces tokens, et notre ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, appelle ça des jetons. Et la raison, c'est la traduction littérale de ce que c'est qu'un token. Mais là, il y a un avantage supplémentaire, c'est que la France, depuis 2016, il y a eu un ministre de l'économie, un certain Macron, qui a créé un dispositif juridique de bac à sable. Donc c'est pas récent, vous voyez, ça remonte à 2016. Je vous la fais très court parce qu'il y a plein de décrets qui ont été appliqués après, décrets d'application, mais il y a un lien entre les ICO et le crowdfunding. Et la France est un des pays qui a su rattraper son retard, qui était vraiment en retard, mais qui a su le rattraper avec un dispositif juridique, en minimisant bien sûr le montant qui peut être levé dans un crowdfunding, une plateforme de crowdfunding. Et c'est un des dispositifs qui peut être utilisé sur la blockchain et sur les ICO. Et là, il y a un avantage concret, c'est qu'on passe de taxation de 45 à 19%. Je vous garantis que la première raison pour un entrepreneur de faire un ICO, c'est que ça n'est pas dilutif. La première des choses que va faire un venture capital ou un incubateur ou un accélérateur, c'est laisser tomber une pièce pour vous prendre 20, 15, 30% de votre equity. Et quand vous êtes un entrepreneur, vous ne voulez surtout pas lâcher de l'equity. L'ICO, c'est des tokens d'usage ou des tokens equity qui préservent votre equity. Et donc là, cet avantage est assez impressionnant. Je te remercie de m'avoir donné cette occasion. On est ravis et aux anges de travailler avec un entrepreneur comme Christophe. C'est un entrepreneur, il prend des risques. Et la relation CCE et EuroTech Week est toujours géniale. Qui marche très très bien depuis 3 ans et qui apporte tellement d'infos. C'est une source d'information tellement importante pour les entrepreneurs qui viennent avec nous, que ce soit pour l'export ou tout simplement pour l'acculturation. On a toujours plaisir à organiser ce genre d'événement. Merci beaucoup Gilbert.